Merci d'être présent pour ceux qui sont en ligne et pour les participants sur site qui probablement se joindront à nous dans la salle dans quelques instants. Je suis ravi d'être parmi vous, même si c'est pas physiquement sur place que je pourrais faire cette présentation, mais donc en étant toujours basé à Paris aujourd'hui, malheureusement dans le contexte que l'on connaît. Et donc la présentation que je vais vous faire vise à vous donner un rappel ou un tour d'horizon vu de NXP des enjeux et des solutions qui existent déjà dans le contexte des smart cities en France, mais pas uniquement. Et donc, les 45 prochaines minutes permettront de faire ce tour d'horizon, de prendre vos questions probablement plutôt à la fin de la session. Et n'hésitez pas aussi à les poser via le chat, puisqu'elles seront prises également par le modérateur. Cette présentation est publique, donc elle sera partagée après cette session. Et puis, pour les personnes qui sont connectées en ligne, merci de bien vous mettre en mute pour éviter les bruits parasites. Donc, je pense que ça peut être comme ça. Donc, la présentation, donc, en termes d'agenda, une présentation, un rappel rapide sur NXP, notre société et nos activités, plus particulièrement sous l'angle du secteur ou du segment Smart Cities. Ce que ça veut dire pour NXP et l'approche qui est mise en place aujourd'hui, on dit Rethinking Smart Cities, c'est aussi vraiment de profiter de tous les travaux qui ont été faits au cours des dernières années pour mettre les technologies au service des applications, au service des citoyens et donner quand même déjà quelques exemples de certaines applications qui sont déployées ou qui ont pu être déployées par NXP et par son écosystème de partenaires. Donc, tout d'abord, NXP, nous sommes une société basée aux Pays-Bas, dont l'organisation se structure autour de 5 grands secteurs. L'automobile, l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, donc tout ce qui est automatisation dans le secteur industriel, le mobile, et donc les composants pour la téléphonie mobile, en particulier tout ce qui est la sécurisation des données sur les téléphones, les infrastructures télécom, donc les équipements, mais à la fois les infrastructures autour de la 5G en particulier, et tout ce qui concerne l'IoT, donc on y reviendra un peu plus tard, le edge processing, donc le traitement en local des données et la sécurisation de ces traitements. Quelques chiffres, donc nous sommes présents dans un peu plus de 30 pays à travers le monde, environ 30 000 salariés pour un chiffre d'affaires d'un petit peu moins de 9 milliards en 2020. Une très grosse activité de R&D qui s'appuie donc sur des ingénieurs répartis sur les 3 zones principales que sont l'Europe, les États-Unis et la Chine, et qui nous permettent de pouvoir continuer à proposer des innovations et des technologies qui sont toujours à la pointe des différents secteurs sur lesquels nous avons décidé d'investir. Donc, cela se traduit comment? Ça se traduit par la technologie donc, qui vient au cœur de nos solutions. Donc, on dit Sense, Think, Act et Process sont bien les différentes approches, les différents services que l'on souhaite rendre avec ces technologies développées. Donc, le sensing, tout ce qui est plutôt analogique, tout ce qui est plutôt le lien vers le monde réel, on va dire. Think, ça va être plutôt toute la partie traitement et anticipation des actions. Act, c'est donc quelles sont les décisions qui sont prises à partir de ces données qui sont collectées. Et donc, le process, on va être sur le traitement, plutôt en local, plutôt dans de l'embarqué, mais aussi en centrale pour tout ce qui est cloud infrastructure. Et donc, ces technologies ne sont pas une finalité, mais ce sont un moyen de servir un ensemble de segments, un ensemble de métiers, un ensemble d'applications. Et donc, vous voyez sur le haut les 7 verticaux qui structurent aujourd'hui notre approche auprès de nos clients.
au sein du secteur industriel, au sein du secteur Communication Infrastructure et au sein de l'IoT. Donc, dans l'IoT, le Smart Cities est un de ces segments. Et donc, moi, j'ai la responsabilité de commencer du développement de cette activité au sein de la zone IMIA. Donc, les Smart Cities, et on reviendra un peu après sur, pour NXP, ce que veut dire Smart Cities, sont vraiment au cœur de notre développement et notre démarche auprès de nos clients. Et donc, même si les technologies ne sont pas une finalité, ça reste un enabler, ça reste un moyen clé, essentiel de mettre en place de nouveaux usages, de nouvelles applications. Donc là, on va recenser quelques mots-clés, pas uniquement des buzzwords, hein, mais vraiment des sujets aujourd'hui qui sont au cœur de toutes nos approches avec les clients avec lesquels nous travaillons dans les différents segments. L'ultra wideband, donc l'ultra wideband, c'est une nouvelle technologie de radiofréquence qui permet d'allier à la fois la précision, la localisation et la détection des personnes ou des objets. Vous avez probablement déjà entendu parler des premiers usages, typiquement dans l'automobile, pour l'accès, le démarrage des véhicules. Tout ceci étant mis en place dans le cadre d'un consortium qui s'appelle le FIRA Consortium, dont NXP est un des membres fondateurs, avec Samsung, avec Assa Abloy, avec Bosch, j'espère que j'oublie personne. Mais donc, une des technos RF aujourd'hui qui prend le téléphone ou un token pouvant mettre en place ce type de communication basé sur ce standard ultra-wideband. Et là, on voit un foisonnement d'idées et d'usages qui vient autour de ça. Donc, la technologie révèle ou permet vraiment de travailler sur de nouveaux cas concrets de son application dans la vie quotidienne. Bon, la 5G, je pense que je ne vais pas m'attarder dessus puisque tout le monde en parle et on sait de quoi il s'agit. Sur le Wi-Fi, des nouvelles générations de Wi-Fi avec le Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6E qui sont en train de faire leur apparition et d'être aussi déployés aussi bien au niveau des opérateurs, au niveau des points d'accès, qu'au niveau des objets, au niveau des endroits, des terminaux qui vont communiquer sur ces standards. Et on va améliorer en termes de performance, en termes de capacité de connexion. Et donc, pareil, de la même manière, rendre des applications qui n'étaient pas possibles via le Wi-Fi possible demain. Et donc, ce Wi-Fi peut être aussi bien dans un contexte résidentiel que dans un contexte professionnel, que dans un contexte public. Et donc, de la même manière, ça permet de réfléchir aussi à de nouveaux moyens de l'inclure dans notre quotidien. Le V2X, donc tout ce qui est communication depuis le véhicule vers son environnement, je ne m'attarderai pas dessus aujourd'hui, mais ça fait partie forcément des sujets avec le véhicule connecté et le véhicule autonome qui sont intimement liés et qui vont se propager ou se déplacer dans le cadre de la Smart Cities de demain. Et puis, en dernier point, un ensemble d'autres technologies sans fil RF avec différentes initiatives aussi visant à coordonner et à rendre ces standards plus visibles auprès de l'ensemble du marché, toujours de la même manière, afin de faciliter le développement et l'usage de nouvelles applications. Donc, on voit en colonne vertébrale de l'ensemble de ces technologies, finalement, la ville et le citoyen est partout, et donc peut faire infuser tous ces nouveaux moyens à disposition pour créer la ville, la Smart City de demain. Et donc, comment est-ce que ça se traduit chez NXP? Je pense que j'y reviendrai un tout petit peu après sur la définition de la Smart City, mais selon l'angle ou selon l'origine de l'approche, il peut y avoir autant de définitions de la Smart City qu'il y a d'opérateurs ou d'acteurs sur le domaine. Vu du NXP, on le traite selon six segments. L'infrastructure, le paiement, le retail, l'access, le transport et l'identité. Donc aujourd'hui, dans les exemples que je présenterai, que je proposerai dans les prochaines slides, on s'attachera plus sur les aspects infrastructure et transport.
Mais vous voyez bien que l'ensemble de ces segments couvre en fait depuis votre domicile jusqu'à votre lieu de travail, jusqu'aux loisirs que vous pouvez avoir, un ensemble d'applications que l'on connaît déjà aujourd'hui ou que nous sommes en train de développer tous ensemble. Donc, après cette introduction rapide sur le NXP, le positionnement et notre première vision très vue d'hélicoptère sur les Smart Cities, comment est-ce qu'on peut commencer à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et aller un petit peu plus loin? Parce qu'aujourd'hui, Smart City, c'est un petit peu presque un lieu commun ou un marronnier, comme diraient les journalistes. On en parle, tout le monde en parle. Je pense que tout le monde en parle sans vraiment savoir de ce qu'on y met derrière. Où on peut, l'avantage ou l'inconvénient, c'est qu'on peut y mettre effectivement ce qu'on a envie d'inclure dans le domaine. Donc, on va préciser un petit peu cette définition pour NXP, puis pour aussi aligner les attentes que vous pourriez avoir ou les idées que vous pourriez avoir avec ce que nous savons faire ou ce que nous proposons de faire. Pour ceux qui connaissent NXP, très probablement, lorsque vous pensez Smart City, vous pouvez penser probablement à l'aspect transport, public transport, donc tout ce qui est donc, transport bus, train, tramway ou access basé sur des technologies type MyFair. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, les Smart Cities, on a pu déjà commencer à le toucher du bout du doigt. Et on sent bien que ce ne peut pas être une approche purement verticale. Ce segment Smart City va vraiment couvrir et va vraiment intégrer différentes solutions, différentes applications, différents utilisateurs, différents donneurs d'ordre de l'ensemble du marché public et privé. Et donc, c'est vraiment aussi ça qu'il faut prendre en compte et ne pas juste se concentrer sur un aspect ou un autre, avoir vraiment une vue globale sur la dimension des projets qu'on veut déployer. Donc, on en reparlera également après. Et donc, comme je vous le présentais un petit peu avant, nous avons fait le choix de mettre de côté, même s'il y a des solutions ou des clients avec lesquels on travaille déjà sur ces domaines, par exemple, de ne pas adresser l'ensemble des thématiques autour des Smart Cities. Typiquement, tout ce qui est traitement des eaux, traitement de l'énergie, ne sont pas non, l'énergie passe en dehors de ce qui est électrification, hein, parce que ça va être un des premiers points qu'on va adresser. Mais voilà, ça fait partie ou tout ce qui est télécommunication type 5G, mais du côté infrastructure, pas du côté mobile, sont des points, par exemple, qu'on ne met pas en avant parce que notre expertise et notre positionnement nous paraît moins pertinent. Donc voilà, on verra comment on se concentre sur certains de ces marchés et quelles réponses donc, nous pouvons apporter. L'avantage, comme je le disais, avec la situation où on se trouve aujourd'hui, en 2021, c'est que de nombreuses initiatives ont déjà été lancées depuis plusieurs années. La littérature est assez riche. On parle également beaucoup de développement durable et d'intégration des villes dans ces politiques de développement durable. Et donc, parmi les 17 objectifs de développement durable mis en place par les Nations Unies, l'objectif 11 vise vraiment les sujets autour des villes sous l'angle de la migration urbaine, de la pollution et de l'intégration de ces nouvelles populations. Et donc, donc les transports publics aussi en font évidemment partie, tous les moyens de communication au sein de la ville. Donc, on voit bien que si on ne couvre pas l'ensemble de ces thématiques, on est bien dans le cœur de ce domaine avec le sujet que nous abordons aujourd'hui. Et donc, malgré tout, même si ça fait plusieurs années que nous parlons tous de ces thématiques, il y a évidemment un point essentiel qu'il faut prendre en compte depuis l'année dernière, c'est donc la préparation le développement de notre monde post-Covid ou co-Covid. On va dire c'est même une cohabitation plus dans un premier temps en tout cas, plus que
un changement sans le Covid. Et donc, comment les villes prennent ça en charge, quel va être l'impact, par exemple, du télétravail dans le transport public, dans la mise en place d'infrastructures qui permettent de soutenir et de supporter dans le moyen terme ces nouveaux modes d'emploi et de collaboration au sein des entreprises. Et donc, comment tout ça, ça continue à s'inscrire dans ces objectifs de développement sur le long terme. Je n'ai pas forcément toutes les réponses à ces questions, mais évidemment, ça fait partie des points qu'il faut rajouter à l'équation et qui complexifient aussi le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, où est-ce qu'on se situe dans tout ça? Quelle valeur nous pensons pouvoir apporter auprès de l'ensemble des acteurs impliqués dans les Smart Cities? Aujourd'hui, l'environnement est simple et riche et complexe à la fois. C'est assez évident d'identifier que les utilisateurs finaux sont vous et nous, les citoyens, alors certains pourront dire les consommateurs, mais peut-être avant tout des citoyens qui ont des besoins, qui utilisent des services mis en place par des sociétés. Les sociétés peuvent être privées, ça peut être des acteurs publics, ça peut être des partenariats public-privé. Et tout ça doit s'intégrer, doit se mettre en place dans le cadre de politiques publiques. Et donc, d'où les acteurs locaux, les villes, les agglomérations, les communautés de communes sont les gouvernements derrière, donc, aux différentes échelles, aux différentes strates de l'organisation de l'État, sont des donneurs d'ordre et à la fois donnent une direction et un tempo que nous suivons, nous regardons et nous essayons aussi des fois d'orienter en fonction de l'expérience que nous pouvons avoir dans d'autres pays, dans d'autres contextes. Et donc, c'est ce côté, comme je disais, à la fois simple et complexe. On voit bien qui intervient, on voit bien qui peut contribuer. Mais maintenant, c'est la manière dont on va pouvoir mettre ça en place. Le déploiement d'une vraie stratégie par étape, avec une vision moyen terme, mais tout en permettant d'avoir des exemples concrets, des réussites pour avoir l'adoption des utilisateurs et des sociétés qui y contribuent. Il n'y a pas de recette magique, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une démarche qui fonctionnera pour l'ensemble des villes. C'est vraiment la prise en compte des systèmes legacy, des choses qui sont déjà en place, des priorités mises en avant par les acteurs publics. Et d'ailleurs, comment nous, en tant que société technologique, société privée, nous pouvons accélérer ou améliorer les usages ou le quotidien de chacun. Et donc, cet écosystème, cet ensemble, ce parcours, comment est-ce qu'on le lit ou comment est-ce qu'on l'anime? Finalement, tout part. C'est vrai que nous, en tant que société technologique, tout part de la technologie. Mais la technologie pour la technologie, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, cette technologie, elle se traduit ensuite dans des produits et dans des solutions qui sont structurées, développées, maintenues. Ces produits sont ensuite mis en œuvre et gérés par un écosystème. Donc ça, c'est une des forces aussi avec de l'expérience NXP, mais comme de nos confrères. On ne travaille pas seul et donc il faut savoir intégrer et déployer ces solutions à travers tout l'écosystème et toute la chaîne de production, depuis les fabricants, les équipementiers, les intégrateurs, les opérateurs, les acteurs publics. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis très longtemps. Et donc, on a déjà une expérience importante. On peut juste prendre l'exemple du NFC, par exemple, où cette technologie développée par NXP et Sony au tout départ, aujourd'hui, est déployée dans l'ensemble des téléphones mobiles. Vous en servez probablement pour accéder à votre bureau ou à votre parking. Et encore plein d'autres applications dans le domaine du retail ou de la logistique. Bien, ces choses-là, aujourd'hui, c'est quelque chose dont cette manière d'aborder la technologie, de la diffuser, quelque chose pour laquelle on a vraiment une très grande expérience et
et acquis un très gros retour d'expérience. Ensuite, donc, pour animer cet écosystème, il faut une certaine expertise, la cultiver et la diffuser. Pour la diffuser, et bien, la dernière étape, c'est donc trouver des moyens, des leviers, des relais, afin que, avant de reboucler sur la technologie, afin que cette technologie soit comprise, perçue, utilisée, que ce ne reste pas juste quelque chose de sympa, de joli, mais qui ne sert à rien, qui n'a aucune adoption dans le monde réel. Vous voyez, c'est ce cercle qui, pour nous, démarre des technologies et des nouvelles technologies qui sont continuellement développées et inventées pour améliorer les services. Eh bien, ce n'est pas juste la technologie, mais c'est bien toutes ces différentes étapes pour lesquelles NXP est aujourd'hui un acteur important. Et donc, pour revenir aux Smart Cities, je vais le dérouler comme ça assez rapidement. En termes de, si on veut continuer sur la définition et sur ce qu'est pour nous une Smart City, la difficulté ou la beauté du sujet, c'est que on parle de « et ». Ce n'est pas connecté ou sécurisé, sécurisé ou piloté, piloté ou géré. C'est bien l'ensemble de ces différents items qu'il faut prendre en compte lors de la déploiement d'une démarche de Smart City par un opérateur, par un acteur public, privé, privé, pour que ce soit une réussite derrière et pas juste un effet d'annonce. Les Smart Cities seront évidemment de plus en plus connectés. On y reviendra. Les objets qu'on peut utiliser pour mettre en place ces réseaux et optimiser, maximiser l'utilisation de ces données est quasiment infini. On prendra l'exemple tout à l'heure des lampadaires, enfin des lampes connectées. On prendra l'exemple des charges, de l'EV charging, donc des bornes de recharge électrique. Il y a énormément de choses aujourd'hui qui ne sont pas juste, qui sont dans notre environnement, que l'on connaît, mais qu'on considère de moins en moins comme un objet ou comme un équipement installés et indépendants les uns des autres, mais comme un équipement qui va s'intégrer dans un réseau et dans un ensemble plus grand et qui va se consolider par étapes successives. Ça, évidemment, ça amène tout de suite la question de la sécurité et de la protection de ces objets. Donc, tout ce qui est authentification de l'objet à partir du moment où il est intégré dans un réseau, protection des données qui sont collectées, protection des communications entre cet objet et les infrastructures centralisées. Donc là, on est forcément sur une démarche qui évolue dans le temps. La réponse d'aujourd'hui n'est pas forcément celle qui est attendue pour demain. Et donc, un des points essentiels pour couvrir cet item, c'est comment est-ce qu'on permet au cours du temps sur ces infrastructures qui sont déployées en général pas pour 2 ans, pas pour 5 ans, mais pour plusieurs dizaines d'années, de les maintenir, de les faire évoluer dans le temps et de ne pas avoir à redémarrer à zéro à chaque fois qu'une faille ou qu'une mise à jour majeure doit être mise en place. Ensuite, entre le pilotage et la gestion, je vais joindre un petit peu les deux sujets. C'est comment est-ce que j'anime et je coordonne ces infrastructures déployées sur le terrain. C'est bien d'avoir des objets qui vont avoir la capacité de connecter des données et de les protéger. Mais ensuite, qu'est-ce que j'en fais et comment je les mets au service des citoyens ou au service des politiques publiques. Et comment je mets en place aussi des outils qui vont permettre de suivre et de mesurer la performance de ces objets, de les adapter, d'en faire quelque chose de dynamique. Et donc là, ce sont des sujets qui ne sont pas forcément directement pris en charge par NXP, mais comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'écosystème de partenaires et par rapport à l'animation de cette communauté, c'est bien la capacité de proposer des offres aussi qui sont complètement intégrées, pas juste uniquement d'un point de vue hardware, vu d'un point de vue hardware pur. Et enfin, les deux derniers items sur l'information et l'efficacité. Pour l'information, on revient sur le sujet de la gestion et du management de ces Smart Cities.
Donc, c'est la boucle retour et donc l'information. Je ne vais pas rentrer sur les notions d'AI et de machine learning à ce stade. On est plus sur une boucle retour classique. Et donc, derrière, comment est-ce que je fais évoluer mon système, toujours dans le même esprit, que ces infrastructures sont déployées pour des longues périodes. Et donc, on doit pouvoir les garder assez agiles, assez évolutives pour qu'elles répondent demain aux nouveaux enjeux que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui. Je passerai sur la partie efficacité, puisque je vous donnerai l'exemple sur le smart lighting. Le smart lighting qui va être l'étape d'après le passage des ampoules à incandescence aux ampoules LED, la migration des ampoules à incandescence aux ampoules LED pour les villes a été d'une certaine manière assez évident, puisque ça a apporté un gain direct, un gain en économie d'énergie, donc un gain financier et aussi un apport écologique réel au sein des communautés, au sein des villes. Donc cette efficacité, elle peut être de différents ordres, économiques évidemment, mais aussi bien sur l'expérience utilisateur, la vie du citoyen au quotidien dans son quartier. Ça peut être aussi au niveau de la pollution, des indicateurs environnementaux dans la ville. Donc, il y a un ensemble d'indicateurs qu'on va, par les autres biais de mesure et de gestion, vérifier que si on met en place des objectifs de politique publique pour ces smart cities, ils sont atteints ou ils sont en vue d'être atteints. Et pour illustrer ce point-là, avant de rentrer dans le détail sur trois premières applications, il y a déjà 5 ans, enfin 6 ans maintenant, 2015, NXP travaille avec Shanghai sur un projet de pilote Smart City sur un des quartiers de la ville. Donc, dans le cadre d'un plan à 5 ans, 2016-2020. Donc, ça, c'était une illustration aussi pour vous montrer que, on parle de Shanghai, une mégalopole très grosse ville, forcément, dans le monde, mais que ce type de démarche, ce type de projet pilote sur un quartier, un domaine, une application, est en général le point de départ, l'expérimentation qui permet ensuite, si cette expérimentation est probante, de le déployer à plus grande échelle. Et ce qui a été le cas ensuite. Donc là, on était plutôt sur des usages autour du NFC, du sans contact, de l'accès dans les magasins et de la communication, de l'intégration toujours donc de capacité de traitement, de capacité de processing dans les objets type arrêt de bus, bancs, luminaires, de mobilier, donc dans le mobilier urbain. Donc là, maintenant, je vais rentrer, après avoir fait un petit peu sur cette explicitation des Smart Cities pour NXP, sur des premiers usages, des premières applications là, dans le monde de la mobilité, de l'énergie. Donc là, pour montrer qu'on n'est pas du tout dans la science-fiction, dans l'après-demain ou dans le demain, on est aujourd'hui, ce sont vraiment des sujets qui occupent énormément d'équipes chez nous, qui intéressent nos clients et pour lesquels les clients sont déjà extrêmement avancés et qui sont des briques, des éléments, des sous-ensembles qui, développés les uns à côté des autres, en fonction de l'ordre dans lequel on va les lancer, à un moment ou à un autre vont se rassembler, vont se rapprocher. Et c'est vraiment cette vision à moyen terme qui est intéressante pour voir comment est-ce que chaque initiative mise ensemble peut contribuer à une vision plus globale, amenée et pilotée par les acteurs publics ou des partenariats publics-privés. Et donc, l'électrification est quelque chose on n'est plus sur le si, on est vraiment dans le comment est-ce que comment c'est en train de se déployer et d'impacter l'industrie automobile en particulier. Donc, la recharge électrique, à la fois au résidentiel chez soi ou dans l'espace public avec des bornes mises à disposition sur les places de parking réservées à cet effet. Donc là, on est vraiment dans un premier temps sur une solution qui est juste de la fourniture d'énergie. Mais aujourd'hui, on est aussi en train de passer sur l'autre étape qui est
la collecte et la mise à disposition d'énergie. Puisque ce véhicule, lorsqu'il est débranché, lorsqu'il roule, il remplit sa fonction première de transporter une personne, des objets d'un point A à un point B, mais lorsqu'il ne roule pas, les batteries de ces véhicules peuvent être finalement, si on a une vision de smart grid au sein de la ville, des sources d'énergie individuelles qui, rassemblées, peuvent être mises à disposition de l'espace public ou d'autres d'entreprises ou de structures publiques. Et donc, vous voyez, on est bien sur une démarche à deux sens. On va récupérer de l'énergie, mais on peut aussi fournir de l'énergie. Et donc, comment est-ce que ces équipements, qui sont initialement prévus pour fournir de l'énergie, peuvent aussi évoluer et s'intégrer, fournir des informations, des données qui vont permettre aux opérateurs d'infrastructures d'énergie de savoir comment je peux jouer et valoriser ce patrimoine, cette infrastructure dans une vision plutôt ascendante. Ensuite, tout ce qui est véhicule autonome, véhicule électrique. Donc là, je ne m'attarderai pas dessus, mais c'était en lien à ce qu'on a abordé au tout début sur le V2X. Donc là, comment ce véhicule va se connecter, va échanger des informations, continuer à apprendre, continuer à améliorer la sécurité de ses passagers, et tout en échangeant ces données avec son environnement, pas uniquement le fabricant de voiture, mais aussi les autres acteurs de cette Smart City. Et lorsqu'on parle de véhicules autonomes, c'est la voiture, mais ça peut être aussi bien des véhicules de transport public, type tramway ou bus ou autre. Et donc, on voit bien que toutes ces données ensuite, c'est la question suivante est, une fois qu'on les a générées, comment les collecter de manière sécurisée et comment les traiter de manière intelligente, parce qu'on devient vite submergé par ces tonnes et ces tonnes de data. Toujours sur l'électrification, donc d'autres exemples, d'autres illustrations, mais donc la multimodalité, donc on parle de la voiture, on parle du transport public. Il y a évidemment aussi tout ce qui est partage, alors partage de voitures, mais partage les vélos, les trottinettes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui comme autre moyen à deux roues de transport dans les villes. Et bien là, on est dans le même contexte, accès. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir accéder facilement à ce service? Donc là, on voit bien que les types de technologies sans contact, NFC ou Ultra Wideband sont un moyen de répondre à cette question du partage de solutions publiques ou privées, et puis ensuite qui vont faciliter l'usage. Et donc, si l'usage en est facilité, qui vont accélérer l'adoption. Et vous voyez, petit à petit, chaque sous-ensemble techno dans une application qu'il a, dans ce cas-là, par exemple, le partage de vélos, de trottinettes ou de voitures, eh bien, va amener d'autres étapes dans le développement de ces solutions et donc d'autres besoins en termes d'application, en termes de sécurisation, en termes de traitement, en termes de stockage. Bon, puis je ne m'attarderai pas sur les autres, mais on a bien tout ce qui est smart metering, donc voilà, en France, on appelle les compteurs type Linky, mais donc qui posent toujours des questions aussi sur la protection des données, mais des choses sur lesquelles on peut discuter ensemble. Et puis, les énergies type énergie à base d'éoliennes ou équivalent. Donc, là, on va être sur les mêmes thématiques de stockage, restitution d'énergie, ce qu'on voit aussi sur le dernier item, Battery Management and Storage. Donc, pour nous, un premier item autour des Smart Cities qui est autour de l'électrification et de la gestion d'énergie. Je ne rentrerai pas aujourd'hui sur la partie building, immeuble, mais vous voyez que les mêmes thématiques qu'on va retrouver dans l'espace public ou pour la voiture, on va la retrouver à l'intérieur des immeubles ou même des résidences, des habitations individuelles. Et donc, dans le même sens, comment est-ce que je peux avoir un système qui fonctionne dans les deux sens, fournir de l'énergie, mais en même temps collecter et mettre à disposition cette énergie dans une infrastructure plus large lorsqu'elle n'est pas utilisée. Deuxième application pour laquelle je voulais passer un petit peu de temps avec vous aujourd'hui, je commençais à la toucher du doigt tout à l'heure,
Donc, c'est tout ce qui touche ce qu'on appelle le smart lighting. Donc, il n'y a pas plus, presque il n'y a pas plus bête, il n'y a pas plus simple qu'un lampadaire public dans la rue, une installation métallique de la tôle avec une électrification, une connexion sur un réseau urbain et une fonction qui est l'éclairage. Sauf que l'avantage de cette infrastructure, elle a le grand mérite d'être présente, d'être très largement développée, d'être liée aussi à l'urbanisation et aussi à des notions de sécurité et de confort pour les citoyens. Et donc, comme je pense que c'est encore une autre la palissade, une autre évidence, mais l'espace public, l'espace urbain est déjà extrêmement dense, très pris d'un ensemble de matériel urbain où donc la place est un élément clé. Donc, une des questions aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut valoriser ces éléments qui sont déjà déployés. Donc, je parlais tout à l'heure des arrêts de bus, qui est un autre très bon exemple. Le lampadaire, le smart light, c'est donc l'étape d'après de la génération lampe à incandescence vers la LED. Demain, comment est-ce que je vais rendre intelligent et comment est-ce que je peux fournir de nouveaux services, de nouveaux usages pour mes citoyens. Et donc, comment est-ce qu'on voit ça? Comment est-ce que ça peut se présenter? Eh bien, ce maillage déjà existant, finalement, il ne reste qu'à le connecter, qu'à l'activer avec des passerelles vers une infrastructure supérieure. Et entre chaque lampe, juste à des moyens de communiquer donc par différents types de technologies possibles sans fil. Et ensuite, pour des finalités à la fois de détection de mouvements, de détection d'événements sonores, de contrôle de qualité de l'air ou de mesure de qualité de l'air, ou donc plutôt de mesures analogiques, et bien, en fonction de ces différents capteurs qui vont être intégrés à tout ou partie de ces équipements urbains, eh bien, on va pouvoir rassembler des informations qui seront mises à disposition des gestionnaires d'infrastructures et qui pourront aussi, de la même manière, vous vous rappelez tout à l'heure sur les différents, le cercle sur les smart cities où il y avait monitor et manage, mais ces données aussi vont permettre d'améliorer l'utilisation, la gestion de ce parc de lampes. Et donc, typiquement, prendre des décisions aussi sur l'intensité lumineuse, voire l'interruption du service si on constate que tous les soirs de 2h à 5h du matin dans cette partie de la ville, dans cette partie d'un quartier, il n'y a pas du tout de trafic ou un trafic considéré comme très limité. Et on peut donc décider sans aller peut-être jusqu'à le supprimer, mais de diminuer très fortement l'intensité lumineuse et donc de la même manière, avec donc des données factuelles et pas juste sur des impressions ou des sondages, adapter la politique énergétique, continuer sur les gains économiques et les gains environnementaux qui sont déjà en place. On peut imaginer évidemment la mise en place de hotspots Wi-Fi dans des zones type zone universitaire ou parc public. Voilà, toujours pareil, ces environnements ces installations sont déjà présentes. Donc, comment est-ce que je maximise cette installation qui est déjà en place? Et une des autres tendances que nous voyons actuellement, et ce qui montre bien la transversalité de ces approches de Smart City, et qui ne sont pas juste une application, un produit, une démarche à côté des autres, pour les mêmes raisons, donc même cause mais effets différents, sur la complexité et la densification de l'espace urbain, on voit de plus en plus de démarches ou de réflexions autour de la fusion entre des bornes de EV charging, donc des bornes de recharge de véhicules, et des lampadaires. Donc, comment intégrer avec le bon form factor et les bons niveaux d'électrification, la bonne gestion de puissance et d'énergie, mais dans un lampadaire, donc quelque chose qui est déjà là,
mais une source de recharge pour des véhicules publics ou de flotte publique-privée. Et donc, vous n'avez pas à réinstaller de bornes supplémentaires. Vous maximisez, vous optimisez quelque chose qui est déjà en place. Donc, et on peut imaginer, on peut penser encore à énormément d'autres applications dans le même esprit. Donc voilà, ça c'était l'illustration autour du smart lighting. Et une autre application, une dernière application que je voulais rapidement présenter ou aborder avec vous, on est toujours dans l'environnement et donc dans cette idée d'optimiser ou d'upgrader des infrastructures déjà en place ou que nous connaissons, hein, qui sont dans notre quotidien, tout ce qui est affichage public, affichage d'informations, de publicité. Vous avez bien vu qu'aujourd'hui, on a de plus en plus, l'illustration qui est sur cette planche à gauche, on a de plus en plus de panneaux qui deviennent, si pas interactifs, qui deviennent au moins multimédia. Donc, on n'est plus sur juste un affichage statique, mais des vidéos qui vont être gérées par des infrastructures à distance avec des diffusions qui peuvent être gérées en fonction du temps, du lieu, plein d'indicateurs mis en place avec les centres commerciaux, les gares, les endroits où elles sont déployées. Et donc, de la même manière que pour le smart lighting, on dit qu'il y a peut-être une étape après le passage de la lampe à incandescence à la LED. De la même manière pour l'affichage public, il y a peut-être une étape d'après dans l'expérience utilisateur, dans l'interaction avec le consommateur ou le citoyen, dans le cas d'un affichage public ou dans le cas d'un type information, vous pouvez avoir donc dans un aéroport ou dans des zones touristiques, ou donc dans un affichage de type commercial. Vous pouvez imaginer un nombre de nouveaux usages aussi qui vont pouvoir, par de la connectivité et l'intégration de connectivité et de processing dans ces équipements, créer avec vous une nouvelle communication et un nouvel échange. Et donc, ça passe par de la reconnaissance de forme, reconnaissance de genre. On n'est pas sur de l'identification, on ne cherche pas à savoir qui est la personne en face de moi, mais on peut voir en fonction du profil de personnes, penser à avoir la possibilité de pouvoir adapter du contenu ou pousser des informations qui seront peut-être plus pertinentes ou plus personnalisées. Donc là, aujourd'hui, on est un peu plus en amont sur ces sujets-là par rapport aux autres sujets qu'on présentait auparavant. Et vous voyez, l'idée, c'est de la même manière, comment on va pouvoir étendre, ajouter, compléter, augmenter des équipements existants avec de nouvelles solutions. Et ensuite, tout ceci sont des exemples, des illustrations unitaires, mais vous voyez bien qu'après, elles peuvent se relier les unes avec les autres. Et la manière dont on veut les relier, la vitesse à laquelle on veut les relier, la dimension qu'on veut leur donner, se charge à chaque acteur public ou gestionnaire d'infrastructure de mettre en place sa propre démarche et d'utiliser les différents moyens qu'il a à sa disposition. Et donc forcément, voilà, comme je viens de vous le décrire, donc ça passe par des interactions entre les affichages et les personnes qui vont consulter ces affichages, on va dire plus intelligentes, plus adaptées. Ça s'appuie aujourd'hui sur des capacités de traitement en local qui sont démultipliées et qui permettent de faire des choses qui aujourd'hui n'étaient possibles que sur des infrastructures beaucoup plus puissantes, beaucoup plus lourdes à distance. Donc ça, c'est vraiment une des conséquences aussi des évolutions de la technologie. Et tout ceci sans mettre de côté la gestion de l'aspect protection des données et la conformité avec toutes les politiques demandant à suivre les réglementations telles que la GDPR ou la RGPD. Ce sont des choses aujourd'hui qui sont forcément intégrées, on dit by design dans nos produits et qui donc ensuite, selon le pays dans lequel on va déployer ces solutions, vont s'intégrer et vont prendre en compte les exigences de sécurité, de traitement de ces informations. Donc, j'arrive au bout de cette présentation. Je vous inviterai, si cela vous intéresse,
à vous connecter sur, je vous ai mis l'URL en haut de la page, donc notre showroom. Donc c'est une des conséquences aussi de ce que nous avons vécu depuis l'année dernière, de plus en plus d'outils digitaux et d'interactions possibles ont été mis en place sans avoir à se voir en direct. Et donc sur ce showroom, nous avons lancé en début d'année, vous avez parmi les verticaux un vertical Smart Cities. Donc vous voyez ici les différentes démos que nous avons développées et mises en ligne, dont une sur le Smart Lighting qui vient d'être actualisée. Donc, je viens très rapidement de vous présenter l'objectif et les besoins qu'on pense pouvoir satisfaire avec ce type de solution. Donc, je pense que si vous avez quelques minutes, c'est très intéressant d'y passer. Ça donne des idées, ça ouvre en fait sur d'autres panoramas, enfin le panorama sur d'autres usages auxquels en général, on ne pense pas parce qu'on est tous chacun dans un domaine spécialisé et c'est quand même toujours très dur d'avoir une vision la plus globale, la plus transversale, 360 degrés, enfin, peu importe comment on veut l'apporter. Et puis aussi, de faire une sorte de refresh au niveau des solutions et des technologies parce que la rapidité d'évolution, la rapidité d'adoption de ces technos aujourd'hui est de plus en plus rapide. Hein. C'est vraiment, c'est pas uniquement une course à l'innovation, mais c'est vraiment une appétence et un besoin d'avoir ces nouvelles technologies mises au service de tout le monde, aussi des entreprises que des particuliers et des acteurs publics. Et donc, vous verrez aujourd'hui tout ce qui est déjà disponible, parce que tout ce dont on est en train de parler en ce moment, ce sont des solutions qui sont déployées et qui sont déjà sur le terrain. Donc, merci pour votre écoute, votre participation. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui, bonjour. Eric Facaldet, ici de Provence Promotion, agence de développement économique de la métropole Aix-Marseille-Provence. Je voudrais savoir si actuellement vous avez des projets en vue ou en cours sur la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Bonjour. Pas à ma connaissance. Aujourd'hui, les projets sur lesquels on communique et sur lesquels on a déjà pu aussi faire des communiqués de presse ou des premiers déploiements sont plutôt en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre. À ma connaissance, en France, je réfléchis. Dernièrement, j'ai pas d'exemple concret. Mais donc, ce que je peux vous donner, par exemple, comme exemple, un petit peu en complément des premières applications là, mises en avant lors de la présentation, sur le transport public, tout ce qui est digital ticketing, donc numérisation du titre de transport, utilisation d'un portefeuille électronique sur votre portable Android ou iOS. Aujourd'hui, on doit avoir, je ne sais plus si c'est 6 ou 7 villes dans le monde qui ont déployé ce type de solution. On parle de Melbourne en Australie, de San Francisco, Washington. Il y en a une première ville aussi en Slovaquie, j'ai oublié le nom de la ville dans le nord de la Slovaquie. Des initiatives en cours à Hambourg. Vous voyez, par exemple, parmi les différents segments dont je faisais au début, voilà, le transport public, il y a des choses aujourd'hui avec les villes qui sont déjà en cours. L'EV charging, énormément de déploiement évidemment dans les villes, mais nous, on n'est pas en interaction directe avec les acteurs publics, c'est plus via les fabricants et les gestionnaires d'infrastructures. Et surtout ce qui est dispositif pour les centres commerciaux, le tourisme, est-ce que vous avez fait des choses en Europe ou, Alors, qu'est-ce que vous avez en tête par rapport à un dispositif type vidéo? comment améliorer l'expérience client ou l'expérience
d'un tourisme par advertising, par une meilleure connaissance de l'usager, en lui proposant de nouveaux services. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore de sujet avec des clients en cours. On a des pilotes qui ont démarré dessus, mais typiquement, c'est le dernier point que je présentais sur le digital signage, donc l'interactivité, la mise en place d'une interaction plus riche à partir ça peut être dans les arrêts de bus, dans les panneaux publicitaires sur la rue ou dans les aéroports. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais évidemment, la première étape, ça reste le consentement, enfin, la prise en compte du consentement de l'utilisateur. Donc, comment est-ce que ça, on peut le faire? On peut le faire avant d'être sur le terrain ou une fois lors de la première interaction sur le terrain. À partir du moment où ce consentement, donc pour la prise en compte des thématiques RGPD, a été fait, ensuite, ce qu'on anticipe, c'est plutôt que des interactions type QR code, plutôt que des interactions type NFC qui demandent aussi une proximité, se rapprocher pour pouvoir scanner, s'approcher pour pouvoir lire, avec l'ultra wideband, donc qui commence vraiment à se déployer dans les téléphones. Les premiers téléphones aujourd'hui, Samsung, alors on est sur le Samsung très haut de gamme, mais il va y avoir de nombreuses annonces là, dans les prochains mois sur beaucoup d'opérateurs, enfin de fabricants de téléphones en Asie, et Apple qui vient de rentrer de manière active dans le consortium FIRA. Avec le travail de bande, on va pouvoir avoir des interactions à distance, c'est-à-dire on n'est plus obligé de se rapprocher à quelques dizaines de centimètres, mais en restant à 2-3 mètres, avec une localisation très, très fine. Et donc, à partir du moment où cette chose-là est possible, et que les téléphones aussi vont le rendre possible, ben on peut imaginer, on peut avoir en tête plein d'usages sur cette relation qu'on peut avoir avec l'utilisateur. Donc pour ça, aujourd'hui, on discute avec des agences et avec les marques pour avoir leur retour ou leurs idées. Mais typiquement, on dit aussi au niveau des collectivités locales et sur les activités de promotion des régions, des zones touristiques, nous, on est preneurs de vos attentes ou d'idées que vous pourriez avoir, mais que vous dites aujourd'hui, ce n'est pas possible, on ne peut pas le faire. Et finalement, peut-être, ça pourrait être possible par rapport avec des nouvelles solutions qu'on pourrait mettre en place. C'est comment est-ce qu'on met la technologie au service des clients et pas l'inverse. Très bien. Je serais intéressé en tout cas à poursuivre la discussion après cette conférence. Oui. Éventuellement, vous pourriez laisser vos coordonnées. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils sont disponibles aussi via l'organisation et il n'y aura pas de difficulté. Alors, ce sera avec plaisir. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires? On laisse encore 30 secondes au timide. Peut-être poser une question. Alors, je ne sais pas s'il y a un chat ou éventuellement. Je ne pense pas. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas au niveau de l'organisation si vous avez d'autres questions. Le chat, il est en bas à droite. C'est moi. Il y a un petit bug. Le chat est en bas à droite. Mais je n'ai pas de questions. Pas de questions. OK. – 41. Je ne sais pas, comme vous le souhaitez, moi je peux rester en ligne. De toute façon, je serai joignable toute la journée. Donc même si je ne suis pas physiquement à Marseille, on a notre site, le stand virtuel qui est accessible sur le site One Forum. Donc normalement, il y a tous mes coordonnées dessus. Donc je suis joignable, vous pouvez m'interpeller dans la journée. Je participerai également à une discussion de panel à 14 h pour continuer cette discussion. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Plaisir. Et je vous contacte prochainement. Très bien, merci beaucoup.
Très bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Merci Christophe, au revoir.